Eh bien écoute, ne te laissons pas perdre de temps plus longtemps. Commençons à lire un peu cette traduction si jamais la musique n'est pas trop forte. Parce que si jamais la musique est trop forte, n'hésite pas à me le dire. Ok. Excellent. Puis quand tu seras parti, écoute, je me démerderai, ne t'en fais point. Excellent. Eh bien, partons là-dessus. Déjà... Ah, c'est stylé. J'aime bien. Le but de ce stream est avant tout pour moi de refaire un point sur ce qu'est la création et l'univers et quelle est la place de l'univers dans notre création. Le but est de pouvoir illustrer dans la tête des gens qu'est-ce que la création, comment elle est formée, et puis de partager un peu toutes ces connaissances à propos de qu'est-ce que c'est, comment elle est, et on va voir ça tout de suite. Bien évidemment, j'ai la version française juste à côté, et je laisse la version anglaise pour pouvoir lire, mais bon. Si jamais toi, Noah, ça t'intéresse, vu que t'es là, d'avoir la version française à côté, je pourrais faire ça, je pourrais mettre ça en place, c'est pas un souci. Normalement, ce sera vraiment pas un souci. Et du coup, qu'est-ce que la création? Un extrait de Stim der Wassermannszeit, bulletin de la voix de l'ère du Verseau, numéro 89, décembre 1993. La création est l'incommensurable mystère suspendu dans l'incommensurable étendue. La création est identique à la conscience universelle qui guide et prévaut dans l'être de la conscience. C'est une configuration en forme d'œuf à double hélice qui constitue simultanément l'univers dans son expansion croissante. Un œuf, c'est une configuration en forme d'œuf à double hélice. Je vois parfaitement la forme de l'œuf, mais c'est vrai que j'ai toujours eu du mal à comprendre ce principe de double hélice qui forme un œuf. Ces bras pulsants en double hélice vivent en tant qu'énergie spirituelle tout en tournant l'un contre l'autre. Je peux imaginer les deux hélices qui se rencontrent et qui, en tournant l'une contre l'aile, forment une sorte d'œuf petit à petit en tournant. Je peux l'imaginer, je peux le visualiser sans problème, ça, oui. L'univers est le corps interne et externe de la création. La création dans sa totalité pulse le Gemut, universel, terme allemand intraduisible désignant la contrepartie spirituelle du psychisme, et la conscience universelle, la force de la vie et de l'existence en général. C'est vrai que ce problème aussi de mots intraduisibles qui viennent de l'allemand sont problématiques parce que du coup, on n'a pas forcément la même conception, nous, de ce genre de mots. Par exemple, Gemut, si c'est une contrepartie spirituelle du psychisme, c'est une sorte d'énergie, et donc la création pulse à travers ses armes, enfin ses bras, une certaine énergie spirituelle, liée au mental. Intéressant. La création imprègne tout, et tout imprègne la création, formant ainsi une unité en elle-même. C'est au sein de cette unité que se trouve toute la vie et toute l'évolution qui lui est attribuée. Le processus de développement et d'évolution de la création est unique à celui de toute forme de vie, mais ses valeurs temporelles sont ancrées dans des valeurs très très élevées. Ce qui veut dire que techniquement, on peut transposer les étapes d'évolution de la création à toute forme de vie, de ce que je comprends. Et donc, nous pouvons transposer les étapes de création ou de développement de la création
à l'étape de développement d'un humain dans sa conscience ou dans son être, on va dire. Très intéressant. Encore une fois, petite référence à As Above, So Below. Je ne sais pas trop comment on pourrait le traduire en français. Ouais, comme en haut, comme en bas, mais bon, c'est un peu moche. Voyons voir un peu ces valeurs temporelles un peu. Si la seule chose qui différencie l'évolution de la création comparée à ceux d'un être humain par exemple, ou alors d'autres choses, ce sont juste... Flûte, on peut s'arrêter uniquement à... Ok, d'accord. Voyons voir. Nous sommes actuellement ici, à la 7e. La création elle-même existe dans un état créatif conscient pendant 7 grands temps. Ah c'est ça, mais du coup, Alors, pour la petite vidéo... Pardon. Petit commentaire, j'ai l'impression que le Gemut semble être dans la nature d'une personne elle-même, allant dans ses aptitudes spirituelles, mentales, elle-même. J'ai l'impression que ça veut dire que la création elle-même est l'humain et l'univers eux-mêmes. Si c'est ça, la description est brillante. C'est ça, dans le sens où j'ai toujours pensé que le Gemut serait la force, ou alors l'essence de la conscience. L'essence de ce qu'est un être humain au final. Parce que dans la différence de ce qu'est notre corps et notre esprit et notre conscience, bah c'est vrai que pour moi, le Gemut ressemble à cette conscience au final. C'est comme si ce Gemut serait notre essence même de vie. La description est brillante, mais j'aimerais bien pouvoir la transposer à quelque chose de littéral. C'est-à-dire que le Gemut est une sorte d'essence spirituelle de conscience qui est générée par les armes, enfin les bras de cette création, et qui anime tous les êtres vivants et basiquement tout l'être de la création. Donc oui, c'est bien ça, Noah, c'est bien ça. Mais en tant que Français, du coup j'ai l'impression qu'on comprend pas réellement le sens du mot Gemut. On peut l'imaginer ou alors on peut se rapprocher du truc, mais j'ai l'impression que la barrière linguistique nous pose souci, mais enfin. La création elle-même existe dans un état créatif conscient pendant 7 grands temps. Par la suite, elle reste en sommeil pendant un nombre égal de grands temps. Mais cette fois-ci, il dure 7 fois plus longtemps. Après cette période, la création s'éveille pour créer à nouveau pendant une période 7 fois plus longue que la précédente. Un grand temps équivaut à 311 milliards 40 millions d'années. Non. 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 Qu'est-ce que je raconte? Ça c'est des millions. Oh putain. Un grand temps équivaut à 3111. Hein? Trilliards? 311 trilliards? 311 trilliards, 40 milliards d'années?
Un grand temps équivaut à 311 trilliards et 40 milliards d'années. Non. Je me trompe, tu penses? C'est ça? Ça doit être ça. Ça m'a l'air gros en fait. 7 grands temps totalisent. Combien? Combien? Ouais, si c'est 311 trilliards, dans ce cas-là, c'est 2117 trilliards, 280 milliards d'années terrestres. 7 grands temps totalisés. Billard. Frérot, c'est grand quoi. Après milliard, c'est billard et ensuite il y a trilliard. Ah. Ça fait 2 trilliards 177 billiards 280 milliards années terrestres. Pour 7 grands temps. Et du coup, un grand temps équivaut à, on a dit, 311 trilliards. Ah non, billiards. Ok. Et du coup, les fameux 2 trilliards 177 billiards 280 milliards d'années terrestres, également appelés éternité. Ah. Une éternité équivaut à 7 grands temps. Donc quand on dit, ou alors quand, par exemple dans les textes sacrés, il y a, je sais pas, un ange qui est enfermé jusqu'à la fin de l'éternité, c'est un temps précis en fait. C'est juste que pour nous, êtres humains qui vivons 100 ans, bah c'est petit, mais sinon, c'est un temps bien défini, également appelé éternité. Ouais, c'est bien ça. 7 fois 7 grands temps forment un tout grand temps. 7 fois 7 grands temps. On voit le croustillant en grand et les prix en tout petit. En ce moment, nos meilleurs burgers sont à seulement 3 € avec l'app KFC. Putain, il me donne faim, c'est con. Je vois. La création est la création, et il n'existe pas d'autre création qu'elle dans son propre univers. Fair enough. La création est la création de toutes les créations, telles que l'univers, les galaxies, les étoiles, les terres. La Terre est équivalente aux planètes dans ce contexte. Exact. 2 billiards 177 billions 280 milliards représentent l'éternité, exact. Tu as bien fait de faire ça parce que moi je ne l'ai pas fait. Enfin si, je l'avais fait en notes, mais j'ai pas mes notes sur moi. Mais c'est bien ça. Et du coup, 7 fois l'éternité. Attends. Ouais si. 7 fois cette éternité équivaut à un tout grand temps. Un tout grand temps. Comment ils appellent ça? All great time. Ok. Complexe. Complexe. Les cieux, la lumière, l'obscurité, le temps, l'espace et toutes les multitudes de formes de vie existantes, chacune selon sa propre espèce. La création est justice, amour, force, sagesse, connaissance, compassion, liberté, miséricorde, loi, directive, alliance, accomplissement, évolution, vie, soutien, beauté, paix, infaillibilité, équilibre, esprit pour toujours, logique, croissance, perfection, satisfaction, inépuisabilité,
omnipotence, douceur, infini, c'est long un peu, solidarité, perception, écoute, élévation, le soar. Oui, c'est ça, basiquement. Il aurait pu juste dire ça, mais bon, c'est bien de mettre des mots sur ce que c'est. La croissance, la perfection. Ah putain, je l'ai déjà dit. J'étais à soir. La douceur, lucidité, pureté, transformation, origine, avenir, pouvoir, référence, révérence, totalité et être. La création est l'être et le non-être de la vie. C'est la plus grande masse d'énergie spirituelle de l'univers. La création est l'esprit dans sa forme la plus pure et immense. Ah ici. Ok. C'est la plus grande masse d'énergie spirituelle de l'univers, la création est l'esprit dans sa forme la plus pure et incommensurable dans sa sagesse, sa connaissance et son amour et son harmonie dans la vérité. Pardon. La création est une énergie spirituelle dynamique et pure qui prévaut sur tout. Incompréhensible pour les êtres humains, c'est une sagesse active et créative au milieu de sa propre évolution incessante. Elle englobe tout pour tous les temps. La création est la vérité, le tout, le réconfort, l'exhaustivité, l'orientation, l'égalité, l'exactitude, la connaissance, le savoir empirique, l'avertissement, la discipline, le souvenir, la révélation, la louange, la perfection, l'explication et la direction. La création est le chemin de la vie, elle est nature, lumière, feu et contemplation. La création est conscience et elle est omniprésente. Gloire à la création. Alright. Gloire à la création. Petit passage assez dense quand même. Petit passage assez dense. Surtout au niveau des références temporelles. On va se refaire une petite note mentale. On va reprendre ce que nous avions dit dans le chat très rapidement. Je vais juste prendre des mots-clés pour ne pas me tromper. Ok. Ah. Ok. Compliqué de tout assimiler, ouais. On comprend les grandes lignes, puis après, c'est vrai que comprendre réellement les termes du genre une grande époque équivaut à... on avait dit combien? Combien? Putain. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est trop. C'est trop. Un grand temps est équivalent à...
311 billiards 40 milliards d'années. Cette grande époque équivaut à 2 billiards 177 billions 280 milliards, ce qui représente aussi une éternité. Cette éternité représente an all great time. Comment on va l'appeler en français? Tous les grands moments. Non? Un grand moment. One. Un grand de tous les temps. Non. Attends. Ouais. Et du coup, 311 billions 40 milliards pour un grand temps, oui. 2 billiards 177 billions 280 milliards pour une éternité, soit 7 grands temps, oui. Et 7 grands temps donne un grand temps. Exact. Bien vu. Très très bien vu. Après c'est juste une question de mettre les termes sur les valeurs, parce qu'en soi, un grand temps on s'en bat les couilles. On peut juste dire... 311 billions 40 milliards, on peut juste dire un grand temps, ouais. Une fois qu'on sait la valeur, 311,40 pour un grand temps, 7 grands temps, 2 billiards 177 billions de 80 milliards, et cette éternité donne un grand temps. Et oui, parce que c'est pas 7 grands temps, c'est 7 fois 7 grands temps. 7 grands temps équivaut à une éternité. Et nous, ce qu'on veut, c'est 7 éternités. Donc ça fait vraiment 7 fois 7 qui donne un grand temps. Là est le petit tricks de fin. Je me disais, on avait raté un truc. Effectivement. Ça fait 7 grands temps pour créer une éternité. Là, on a besoin de 7 éternités pour créer un grand temps. « 7 fois 7, attention, pas 7 fois 2, 7 fois 7. C'est ça le truc. À chaque fois, c'est exponentiel. Ça fait que la création existe dans un état de conscience pendant 7 grands temps, et ensuite elle dort pendant 7 grands temps. Mais il dure 7 fois plus longtemps encore. Et après cette période, elle recrée pendant 7 fois la même période. Le tout. Le temps nécessaire à la création pour être... Enfin pour faire un all great time. Un grand temps. Comment on pourrait l'appeler? Un temps absolu. Le temps absolu. Voilà ce qu'on pourrait l'appeler. C'est la seule vraie valeur de temps qu'on a dans l'univers. Enfin, que la création a en soi. Ces 42 grands temps sont la seule valeur qu'elle connaît. C'est sa perception de temps à elle. Maintenant.
nous allons voir un peu l'illustration proposée pour pouvoir comprendre comment la création est, comment l'univers est. On va chercher les termes précis pour pas se fuck up. Alors, malheureusement, on peut pas réellement bien voir sur l'illustration, donc je vais essayer de faire au mieux pour avoir les bons mots. Maintenant qu'on a à peu près compris comment la création évolue dans sa vie et quel est son... comment dirais-je ? Quelle est sa valeur de temps, quelle est sa perception du temps. On va voir maintenant quelle est sa perception d'elle-même. Qu'est-ce qu'elle est en fait ? Comment elle se représente cette création à travers toutes ces étapes d'évolution. Comment on peut la visualiser ? Donc nous voyons en premier lieu sur cette illustration que c'est simplement une forme de boule pour l'instant et que nous avons une légère couche sur la fin, très légère, qui s'appelle la barrière de déplacement. On va l'appeler la barrière même s'il l'appelle la ceinture. Je vais essayer de pousser un peu le micro parce que j'ai l'impression de... On a la barrière de déplacement en vert qui est de 1.4 fois 10 exponent 7 années-lumière. Alors nous avons un petit mot du chat. Un temps absolu équivaut à... Ah. Alors attends, bouge pas, je relève le challenge. Ouais, mais t'as mis un 0 en 3 en plus. Tu sais quoi, j'aime bien. Grâce à ton message, on va le garder. Je vais faire une capture d'écran et tu vas passer dans le chat. Tu vas être une star toi aussi. Ça nous fait des notes, c'est bien. C'est excellent. Outil. S'il te plaît, merci. Merci, monsieur. Vous êtes un excellent travailleur, monsieur. Vous m'avez énormément aidé. Merci beaucoup. Ok. Tac. J'ai gardé. Mais alors concrètement, le temps absolu apporterait un plus ou c'est une manière de calculer plus facilement l'âge de l'univers? C'est pas que ça rajoute forcément un plus, c'est juste que... C'est pas plutôt plus qu'on parle de temps. C'est-à-dire que... Revenons-en à ce qu'on disait au début, dans le sens... On peut transposer les étapes de développement de la création dans sa temporalité à celle d'un humain. Donc, nous actuellement on voit la valeur finale, la valeur totale de son existence, qui est donc de 42 grands temps, qui est un temps absolu. Le temps absolu équivaut à 1.306368 exposant 16. Et techniquement, ça ne rajoute rien de plus.
mais ça nous permet d'avoir une perception de son existence à elle, dans le sens où nous on comprend comment on existe par rapport au temps, on comprend comment notre comment notre vie est divisée par rapport au temps avec notre développement, on connaît notre enfance, notre adolescence, notre âge adulte et notre passage à la vieillesse. On connaît les secondes et on connaît les dizaines d'années. En soi, ça nous apporte rien de plus à nous de comprendre qu'on peut vivre quelques secondes comme 100 ans, si tu vois ce que je veux dire. Par contre, ça nous permet de comprendre ce qu'on est. Après, calculer l'âge de l'univers, ce sera toujours une problématique tant que les scientifiques se feront à l'âge des matériaux qui sont dans l'univers. Parce qu'il y a des matériaux qu'on ne peut pas encore voir dans l'univers. Donc, de toute façon, on va voir un peu plus tard de l'âge réel actuel de l'univers. Mais ce que ça nous rajoute en plus, oui, c'est une perception, du savoir. Et techniquement, d'une manière spirituelle et ouverte d'esprit, tu peux en apprendre énormément juste de ce fait. Du fait que même la création a un début et une fin. Un développement. Enfin. Nous parlions de la ceinture de déplacement, qui est donc la partie verte sur la petite illustration, ici. Nous avons la ceinture de création qui est en rouge, qui est énorme comparée à tout le reste, qui est la plus grande partie de la création. 1.4 fois 10 exposant 64 années-lumière. Waouh. La ceinture de transformation en jaune, qui est au final la partie extérieure de notre univers, de ce que je comprends, si nous sommes en plein milieu, qui est d'une distance de 1 fois 10 exposant 55 années-lumière. Plus petite que la ceinture de création, mais présente, beaucoup plus grande que notre univers en tout cas. Nous arrivons au point bleu. Ah, petite pause. Un temps absolu représente en lettres un quatrillion, 306 trilliards et 368 billiards d'années. En années terrestres, bien évidemment. Waouh! Merci, monsieur Virali. Énorme. Je vais le marquer en tant que temps absolu. Tac. Bien joué, Noah. Très très bien joué. Donc pour que tout ça se forme complètement et disparaisse, il faut 1 quatrillion, 306 trilliards et 368 billiards. Je me demande si l'univers a connu un temps absolu. Qu'est-ce que tu entends par temps absolu ? Je me demande si l'univers a connu un temps absolu. Si lui-même connaît un temps plus grand que lui-même ? C'est ça que tu veux dire ? Bien sûr. Mais ça dépasse que le nombre, parce qu'en soi la compréhension peut être toujours présente. Les nombres peuvent nous perdre, mais bon,
Il suffit de simplifier la situation. Et ta question m'intéresse dans le sens où est-ce que tu te demandes si la création elle-même a un temps plus grand qu'elle? Du sens, dans le même sens que nous actuellement on colle sur le temps énorme qu'elle a? Ce qui est une très très bonne question, honnêtement. Très très bonne question. Normalement, je pense qu'on aura la réponse ou alors un... Enfin, je sais pertinemment qu'on a la réponse juste après. Et si jamais tu ne peux pas le... Si jamais tu n'es plus là, ne t'inquiète pas, je te mettrai la vidéo. Ne t'en fais point. Mais nous allons... Enfin, j'en parlerai sous peu, il me semble, après. Et si jamais tu dois aller faire tes révisions, t'inquiète. Je te ferai une petite parenthèse. Et revenons-en à nos moutons. On parlait des ceintures de la forme de la création et de comment elle est composée. Donc on voit que déjà, on a déjà vu qu'elle était composée de 3 ceintures différentes. Et là on arrive à notre ceinture apparemment. Donc on va reprendre vite fait la ceinture de déplacement, qui est en verte, très petite. La ceinture de création qui est en rouge. Et la ceinture de transformation qui est en jaune. On va voir bien évidemment plus tard le nom particulier de ces ceintures. On arrive à URIR, le petit point bleu qui se trouve en plein milieu de tout ça. La ceinture de l'univers matériel dans un état solide. C'est le nom donné. La ceinture de l'univers matériel dans un état solide. Ce qui inclut les galaxies, les planètes, les étoiles et le gaz, etc. Grandeur 2,5 x 10 exposant 5 années-lumière. Je vais quand même regarder quelles sont les informations concernant l'univers actuellement des scientifiques. Par exemple, l'âge de l'univers. Non, la grandeur de l'univers. La taille de l'univers, pardon. La taille de l'univers. Pour voir quelles sont la différence entre l'univers tel qu'on entend parler dans la revue scientifique et cette version, on va dire. Google me dit la distance géométrique calculée par le modèle standard de la cosmologie est de 46,5 milliards d'années-lumière, c'est ce qu'on appelle l'horizon cosmologique. L'univers observable est en fait une sphère de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Je comprends ce que Google me dit. Merde. Il va falloir que je fasse la traduction moi-même parce que je peux pas copier-coller cette chose. Donc, où sont les 3 couches restantes? Nous avons les couches externes qui sont décrites en haut, qui sont incroyablement larges et qui rendent les couches internes aussi grandes qu'un simple point en fait. On voit très bien que le URIR, c'est une mouche comparé à tout le reste. Cependant, dans cette petite zone, dans ce petit point, les distances sont encore énormes. En dessous est une vue Pardon, mais là j'ai besoin de comprendre. C'est compliqué à dire. Donc, les couches internes en dessous sont un point de vue intérieur à la proportion de notre univers, un point de vue
expandue de l'intérieur, qui commence par l'univers matériel, cette fameuse ceinture matérielle, et les 3 autres couches restantes, que nous allons voir juste en dessous. D'accord. Donc le petit point que l'on voit ici, c'est basiquement notre univers et les 3 autres couches restantes, d'un point de vue interne à la création, que nous pouvons voir ici. Nous avons le corps central, en violet, de 3,5 années-lumière, de diamètre je suppose. Nous avons Ur-Core-Belt, l'ancienne ceinture centrale. Ur, c'est pour quelque chose qui est très ancien. Donc Ur-Core-Belt, ce serait la ceinture centrale, l'ancienne ceinture l'ancienne ceinture centrale. Et ensuite en 3e, nous avons la ceinture de l'ancien espace. Ur-Space. Et enfin, nous arrivons dans notre ceinture matérielle, notre univers matériel. La fonction de ces ceintures individuelles dans notre univers involves. Ah, flûte. Je perds mon anglais. Implique. Donc, je reprends. La capacité de chaque ceinture dans notre univers implique un transfert constant d'énergie. Tout cela fournit la capacité à notre univers de manifester une ceinture physique ou matérielle dans lequel les matériels stellaires, la flore, la faune, la vie humaine peut se développer. Malheureusement, nous n'avons pas la suite de la phrase, du coup je ne vais pas la refaire. Enfin, je ne vais pas vous la redire, mais si on reprend plus calmement et plus librement ce petit passage. Force à toi, Noah. Courage, travaille bien. C'est bientôt fini. Force. Force. À la tienne. Je te souhaite d'avoir la force de continuer. Et merci. À bientôt. La fonction individuelle de ces ceintures dans notre univers implique un transfert d'énergie constant. Tout cela produit ou fournit une capacité à notre univers de manifester une ceinture physique ou matérielle dans laquelle les matériels stellaires, la flore, la faune et la vie humaine peut se développer. Alright. Alors, nous en étions à qu'est-ce que la ceinture de l'univers matériel? Qu'est-ce que notre univers au final? Parce que nous on considère que c'est uniquement cela qui nous entoure. On sait avec la physique quantique qu'il y a bien plus. Mais d'un point de vue physique, qu'est-ce que c'est?
Bien évidemment que je fais du copier-coller pour traduire, parce que malgré mon aisance, je n'ai pas les termes, et je tiens à partager des termes précis. C'est donc un extrait du bulletin numéro 5 du FIGU, par Billy Meyer, d'une question d'un lecteur, je suppose. Qu'est-ce que la ceinture matérielle de notre univers ? La ceinture matérielle universelle. Littéralement, la traduction doit se faire comme ça. La ceinture matérielle universelle est la partie où la ceinture de l'univers, où la matière existe. C'est-à-dire les planètes, les soleils, les galaxies, les météores, les comètes, les gaz, de toute la matière noire et d'autres choses. Toutes ces choses n'existent que dans cette ceinture matérielle. Alors qu'aucune matière ne peut être trouvée dans les ceintures internes et externes, qui sont au nombre de 7, c'est dans ce que l'on appelle la ceinture de transformation que se développent les formes à partir desquelles se développe la matière qui en existe. Ensuite dans la ceinture matérielle. Et donc dans notre univers d'Ern visible. C'est la seule partie de l'univers que nous, êtres humains, sommes capables de voir et d'explorer. Nous ne pouvons rien voir au-delà, car il n'y règne que le vide et le noir. Pardon. Absolument rien ne peut être observé ou détecté, même avec les meilleurs outils astronomiques modernes ou d'autres outils extraordinaires dont nous disposons. Bien évidemment, c'est Billy qui parle, attention, je le rappelle. Les ceintures intérieures et extérieures au-delà de notre univers matériel visible sont pratiquement infinies, et sont vastes et sombres si l'on exclut la ceinture radiante la plus intérieure, où le Big Bang a pris naissance il y a environ 46 billions d'années. Les séquelles du Big Bang persistent dans la ceinture adjacente, qui vue de la Terre se trouve à environ 1,25 fois 1015 années-lumière, à sa plus grande proximité. Les scientifiques terrestres sont incapables de scruter et d'écouter ces profondeurs de l'espace, même avec les super appareils les plus élaborés. C'est précisément le degré d'étroitesse d'esprit de nos scientifiques lorsqu'ils prétendent que l'âge de l'univers correspond à peine à la distance qu'ils peuvent parcourir dans l'espace, presque infini, avec leurs appareils d'observation et leurs engins. Ils n'ont pas la moindre idée que l'univers s'étend bien au-delà de l'idée qu'ils s'en font, et qu'il comporte 6 ceintures supplémentaires au total, qui sont vides de tout matériau grossier ou de toute matière. La matière elle-même est en constante transformation au sein de la ceinture de matière, et est donc soumise à des processus de croissance et de désintégration. Pour cette raison, la matière ne peut jamais être ou devenir aussi vieille que l'univers complet. À tout moment, on ne trouve que de la matière jeune dans l'univers matériel. Une matière qui peut, au mieux, n'avoir que 40 ou 45 milliards d'années, dans un état solide et compact. Alors que l'âge de l'univers complet, au-delà de la ceinture de matière, c'est-à-dire de notre univers matériel, s'élève à environ 46 billions d'années. La tentative de représenter schématiquement l'univers complet est un exploit impossible en raison de sa taille colossale. De plus, sa forme d'œuf en spirale complique encore les choses. Néanmoins, voici une tentative sous forme d'un diagramme circulaire d'un modèle d'illustrer un aperçu de à quoi ressemble notre univers complet, qui porte le nom d'univers d'Ern. Pour des données plus spécifiques concernant ce matériel, je vous suggère de lire la conférence de
Guido Moosbrugger telle qu'elle est imprimée dans votre brochure Figure. Conférence à méditer, disponible uniquement en allemand pour le moment, malheureusement. Donc là, il parle de l'illustration que nous avons vue juste en haut. Dans l'illustration de Guido, la ceinture numéro 4, celle-ci, la nôtre, représente l'univers matériel, c'est-à-dire la partie de l'univers complet où les galaxies existent avec des soleils, des planètes, des météores, des nuages de gaz, des comètes, et ainsi de suite. L'espace Ur, ici, l'ancien espace, l'Ur Space, est la ceinture d'où émane ce que l'on appelle le rayonnement de fond qui mène au noyau ancien. Donc l'Ur Core Belt, la ceinture de l'ancien espace, si on doit le dire en bon français. La ceinture de l'ancien espace. La couche Ur actuelle, au centre de laquelle se trouve le noyau central, la petit point violet, qui constitue l'emplacement actuel du Big Bang, le centre du Big Bang. À partir de l'espace Ur, ici, la matière commence à se développer et passe ensuite dans la ceinture de l'univers, d'où notre univers matériel. Cette matière est constituée d'énergie qui se mêle à d'autres formes d'énergie qui pénètrent dans notre univers matériel depuis la ceinture de transformation. Celle-ci. La matière énergétique provenant de l'Ur Space, de l'espace ancien, c'est-à-dire ici, est positive, tandis que les autres formes d'énergie sont positives aussi. Il y a un petit souci. Oui, effectivement, c'est complètement... C'est pas bon, c'est pas la bonne traduction. La matière énergétique de l'espace ancien, de l'Ur Space, est positive, tandis que l'autre matière de la ceinture de transformation, la jaune, est négative. Au fur et à mesure qu'elles se rejoignent dans l'univers matériel, le nôtre, elles se développent en de nouvelles formes d'énergie à partir desquelles, en fin de compte, la matière grossière évolue. Dans la ceinture de transformation, les énergies de la matière fine et de la ceinture de création sont transformées en formes d'énergie qui s'étendent déjà dans le domaine de l'énergie matérielle. Dans la ceinture de transformation, ici, les énergies de la matière fine, de la ceinture de création, ici, absorbe les énergies les plus fines de l'espace de l'absolu, qui doit être ici. Oh là, mais non, je me perds, non? Hold up, wait a minute, rewind. Dans la ceinture de transformation, numéro 5, les énergies de la matière, les énergies de la matière fine de la ceinture de création, 6, sont transformées en formes d'énergie qui s'étendent déjà dans le domaine de l'énergie matérielle. Je comprends mieux. Elles peuvent être ainsi absorbées par la ceinture de transformation et se transforment en énergie grossière. La ceinture de création numéro 6, en rouge, absorbe les énergies les plus fines de l'espace de l'absolu, le vide,
qui se trouve au-delà de la ceinture de déplacement, la verte, dont la fonction est d'écarter les murs des autres univers qui flottent également dans l'espace de l'absolu. Donc là, ça donne déjà à réfléchir. Dans le sens où, premièrement, nous avions le moderne qui impliquait que notre univers n'était pas l'unique, qui impliquait que si notre univers avait un nom, il y en avait forcément d'autres. Et le but du coup de cette barrière externe est d'éviter les murs des autres univers qui flottent dans cet absolu. Pour revenir à ce que nous disions. La ceinture de déplacement remplit également une autre fonction, celle d'absorber les matières énergétiques les plus fines de la sphère de l'absolutum absolu et de les transmettre à la ceinture de création. Et c'est là où, pour mon cher Noah, je reviens sur ce que nous parlions tout à l'heure. Nous avions dit que on peut transposer le développement d'un humain ou d'une forme de vie à celui de la création, dans le sens où si une forme de vie a une perception de temps pour se développer, la création en a une aussi. Nous avions défini que dans sa totalité, la création en elle-même existait pendant 42 grands temps, et donc un temps absolu, qui représente en lettres, merci Virali, 1 quadrillion, 306 trilliards et 368 billiards. Ce qui veut dire que non seulement la création, notre univers, d'abord, notre univers a une... Comment dirais-je ? Notre univers a une... Ah oui, mais... Notre univers matériel... Ah, ça me perd. Dans le sens où... Si la ceinture de déplacement sert à empêcher les murs des autres univers qui flottent également dans l'espace de l'absolu de toucher les nôtres. Ça veut dire qu'il y a d'autres créations dans cet absolu. Et donc forcément, il n'y a pas que la création, il y en a d'autres. Et ce serait juste des univers. Pardon. À moins que la création comprenne 7 autres univers et que ces univers soient indépendants l'un des autres. C'est dur. La compréhension est dure. Compréhension est dure. On va quand même avancer pour voir s'il n'y a pas des choses qui pourraient nous aider au final. La ceinture de déplacement remplit également une autre fonction. On l'a vu, elle absorbe les matières énergétiques les plus fines.
Ce processus fournit à l'univers complet toutes les énergies indispensables à son existence. Bien qu'il se soit créé lui-même, ou plutôt qu'il ait été créé par l'Ur, idée de l'Ur, création précédente, on peut constater que l'univers complet a néanmoins besoin d'énergie extérieure, en l'occurrence de l'absolutum absolu, dont dépend finalement, en nombre infini, les 1049 formes différentes de la création. C'est donc ce que je pensais. Où en étions ? 1049 formes de la création. Ça laisse à réfléchir. Indépendamment du fait que la création complète, la conscience universelle ou tout autre nom que l'on souhaite donner à l'univers complet, est capable de se soutenir elle-même, elle a néanmoins besoin d'une force, d'une énergie qui permette à l'univers d'y parvenir. Cette force ou énergie est fournie par l'absolu, qui est la seule entité capable de transmettre les énergies indispensables et fondamentales à toutes les formes de création existantes dans l'immensité de toutes les formes de création, afin qu'elles aient à leur tour la capacité de se soutenir elles-mêmes. Compliqué. Cependant, même l'absolu dépend d'une énergie vitale extérieure qu'il ne tire pas d'un type de création supérieur, mais directement de ce que les êtres humains appellent le rien absolu. Le rien absolu contient cependant les énergies fondamentales les plus fines, à partir desquelles l'absolu absolu s'est auto-créé, il y a un temps insondable. Great Lord. Nous arrivons au petit paragraphe sur l'absolutum et absolutum. L'univers actuel dans notre univers, DERN, D-E-R-N, est un univers partiellement matériel, qui est la forme la plus basse d'énergie spirituelle dans l'ensemble de l'être de toutes les choses. Lorsqu'une création est créée par une Ur-création, une ancienne création, elle a pour sa toute première évolution un univers partiellement matériel et crée des formes spirituelles humaines afin d'évoluer elle-même. Après ce tout premier stade d'évolution, tous les stades d'évolution suivants se poursuivront de manière purement spirituelle. Ce qui signifie qu'après la prochaine période de sommeil de la création, le prochain univers sera constitué d'énergie purement spirituelle, sans aucune matière grossière. La consistance de l'énergie spirituelle sera de plus en plus fine à chaque cycle. Après 10 exposant 49 niveaux d'évolution dans les périodes de temps 7 fois plus longues, chaque niveau d'évolution prendra 7 fois plus de temps que le niveau d'évolution précédent, la transition se fera vers l'absolu absolu, la forme la plus basse de l'absolu absolu. Je sais. Essayez de trouver votre vérité dans ces mots parce que je sais que l'absolu absolu ça ne veut rien dire mais ça a un sens. Cherchez le sens caché des choses. Un exemple de comment cela pourrait se traduire en tant que perception de temps humaine, on va dire, ce n'est pas des vrais cycles, c'est juste pour que ce soit compréhensible. Le premier niveau serait de 7 ans, le second de 49 ans, le troisième de 343 ans, quatrième de 2401 ans, cinquième 16807, sixième 117 649 ans, et enfin le septième 823 543 ans. On a encore beaucoup de nombres. On va pas tous les dire, mais je veux bien avoir une traduction de ce qu'ils me disent quand même.
Les temps d'évolution de la création mesurés en années. Donc on l'a vu tout à l'heure avec notre cher Virali, le réveil de... Mon Dieu. 311 billions et 40 milliards actuellement, le premier niveau dans lequel se trouve notre univers. Plus d'un septième de ce temps s'est déjà écoulé. 46 milliards. J'ai des problèmes avec les nombres, je suis désolé. 46 millions. Milliards. Nombre approximatif réveil. Ok. Et donc c'est le premier réveil. Nous avons donc un second réveil, je suppose. Qui est énorme. Punaise. Première existence spirituelle. Purement spirituelle de la création. Aucune matière grossière présente. Ce sera donc le prochain stade de notre univers. Je comprends. Et c'est toujours des sommes toujours plus grandes. Je ne vais pas faire toutes les sommes parce que waouh. Et au moins vous avez une perception de ce que ça donne. C'est vraiment énorme. Déjà que c'est le chat qui m'a aidé tout à l'heure. Ah bah. Oh punaise. Si ça c'était un quadrillion. Je ne sais pas. Je ne sais pas comment dire ce nombre. Un total de 85, 384, 834, 560, je suppose, milliards 85 millions, 384, 834 milliards, 560 millions. Non, même pas, c'est 560 milliards. Bref, un total de 1 année d'évolution totale depuis le tout début de cet univers d'Erne jusqu'au deuxième niveau d'évolution où cette création devient une ur-création. Est nécessaire juste pour évoluer vers le prochain niveau d'évolution pour cette création. Et toutes les autres créations avec un univers matériel en existence, y compris l'univers d'Al. Cela se répète. Bref. Fois jusqu'au niveau de l'absolu absolu. Ah, si je pouvais essuyer de ça, je suerais. Alors, de la plus grande à la plus basse forme absolutum. De la plus grande à la plus basse forme absolutum. La plus grande s'appelle la Sine absolutum, le Soar absolutum, le Super absolutum, Création absolutum, Central absolutum, Ur absolutum et l'Absolute absolutum. L'absolutum absolu est la forme absolutum qui a créé les toutes premières formes création les plus basses. Les tout premiers univers matériels qui ont évolué jusqu'aux premières ur-créations, qui ont, à leur tour, créé de nouvelles créations d'univers matériels. Les 6 autres formes, absolutum ne créent pas d'univers de création. Je vois.
Nous sommes dans la seule période de notre création. Nous avons un univers matériel. Faisons les choses bien. Nous arrivons à la toute dernière question. Qu'est-ce qu'une... Ah, je comprends le sens en anglais, mais je ne... Qu'est-ce que la création de valeur? Qu'est-ce que la création de valeur? Moi, je pensais que c'était la valeur de création. Il s'agit d'un langage courant dans le monde des affaires. Il devrait s'agir d'un objectif primordial dans le monde des affaires. Il devrait s'agir d'un objectif primordial dans le monde des affaires en l'occurrence. Je vois. Une valeur de création, je pense que ça doit être le sens qu'on donne à notre business. Dans le sens où une valeur de création serait la valeur que l'on donne en fonction du sens et de l'importance de notre business. Par exemple, qui on veut aider en particulier dans notre clientèle, l'activité particulière de l'entreprise, que l'importance dans ce business soit à valeur créationnelle, je suppose. Mais bon. Nous arrivons sur la fin de cette petite page. J'espère avoir pu m'exprimer clairement. J'espère avoir pu éclairer mon cher viewer. Et puis, je vous souhaite de prendre soin de vous. Et à la prochaine.